Francuska književnica Marie-Darije Sek ne voli da ugađa čitaocu niti da ga zavodi lažnom lakoćom. Želi da ogoli stvarnost do samog dna kako bi spoznala suštinu ljudskog bića kojom se potom lucidno poigrava. Rođena 1969. u Baskiji, studije književnosti završila je u Parizu, a kao drugu vokaciju izabrala je psihoanalizu. Sredinom 90-ih, svojim prvim romanom Svinjizmi, neočekivano je uletela u parijsku književnu orbitu. Naslovi koji slede Rađanje fantoma, Beba, Tom je umro, Naš život po šumama, Biti ovde divno je i mnogi drugi, samo su potvrdili njeno mesto na književnoj mapi Francuske. Marie-Darije Sek koristi fantastiku kako bi lakše razobličila socijalne klišeje i opšta mesta, naročito ona koja su vezana za položaj žene u savremenom društvu. On vous associe souvent au féminisme. Oui. Et vous avez un rapport assez ambigu envers ce terme, féminisme. Alors, donc, vous vous dites féministe, mais vous n'aimez pas que votre littérature le soit. Pas si j'ai bien exactement. compris. Oui. Je suis féministe et fière de l'être. Quand j'ai commencé à répondre à des interviews, quand j'ai été publiée pour la première fois en 1996, mes filles ont retrouvé des petites interviews où je dis « je ne suis pas féministe, mais… » Parce que dans les années 90, on avait peur de se dire féministe. C'était mal perçu. Alors que j'étais déjà très fière d'être féministe. Mais je n'osais pas le dire en public. Heureusement, le monde a évolué et on a pris le courage aussi de se dire féministe. Et très rapidement, dès 1998, j'affirmais que j'étais féministe sans avoir peur de faire peur. Après, mes livres, je suis très heureuse quand ils sont lus aujourd'hui en particulier par la jeune génération des féministes, comme mon premier roman Truisme en particulier, qui est évidemment une fable féministe. Alors, votre grand thème est le corps, la plupart du temps, le corps féminin. Et justement, dans votre premier roman, que vous avez mentionné, le Truisme, vous parlez d'un corps qui se métamorphose, d'une femme qui devient truie. Alors, vous avez l'âge de 27 ans au moment de la publication, et de ce coup, vous êtes reconnue comme écrivaine. Donc, c'était un best-seller. Il a eu beaucoup de succès, mais ce n'est pas un livre facile à lire. Mais c'est un livre qui est faussement innocent. C'est-à-dire, on est dans la tête d'une femme qui se transforme en truie, qui oscille en fait entre deux états, humain et animal, selon ce qui lui arrive. En fait, aujourd'hui, les jeunes générations diraient qu'elle est victime du male gaze, du regard masculin. Mais ce n'était pas un concept qui existait. Alors qu'en fait, c'est vraiment ce qui lui arrive. C'est parce que les hommes la regardent comme une cochonne qu'elle se transforme en cochonne. Vous me voyez comme une cochonne? Vous allez voir, je vais me transformer en cochonne. Oui, donc c'est une vraie femme qui se transforme dans une vraie truie. Oui, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que la jeune Marie voulait nous dire sur la société? C'était l'année 96. Eh bien, j'étais une jeune femme, j'étais encore étudiante, j'avais pas beaucoup d'argent, j'habitais en banlieue, et chaque fois que j'allais dans les rues de Paris, que j'adorais, j'adore Paris, les hommes ne me laissaient jamais tranquille. Jamais, jamais. Je savais en sortant qu'un homme allait m'embêter. Je savais dans le métro qu'un homme essaierait de me toucher. Toutes les jeunes femmes vivaient cette expérience, qui ne portait pas de nom et qui s'appelle aujourd'hui le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel. Porter plainte à l'époque parce qu'un homme vous avait frôlé les seins dans la rue, c'était inenvisageable d'aller voir un policier pour se plaindre de ça. Le policier, il aurait ri. Il se serait moqué de la jeune femme. On subissait ça. C'était comme... Les hommes étaient comme ça. C'était comme un état de nature. J'ai été tellement ravie avec la vague MeToo qu'enfin des femmes plus jeunes que moi disent que c'était insupportable. Que c'était insupportable. Et Truisme est né de ça. Truisme est né en 1996, bien avant MeToo, d'une rage, d'une colère. Mais contre des choses qui n'avaient pas de nom.
Laissez-moi d'abord vous décrire ma situation actuelle, maintenant, tout de suite. Parce que je sens qu'il faut que j'aille vite. J'ai peu de temps. Je le sens à mes os, à mes muscles, à l'œil qui me reste. Je suis mal en point. Je n'aurai pas le temps de relire, ni de faire un plan. Ça va venir comme ça vient. Alors, je vois autour de moi un campement dans une forêt. Des tentes et des bâches. Des trous. Des braseros dans des bidons. Le couvert des arbres qui nous protègent des drones. Une connexion pirate et quelques robots bricolés. Des toilettes sèches et une gestion de fer. Un retour aux fondamentaux. Vous étiez toujours très rebelle dans ce que vous écriviez. Alors que les truismes finissent dans la forêt, et l'un de vos récents romans, Notre vie dans la forêt, commence justement là. Oui, tout à fait. Alors, on y voit des tentes, on y voit des gens qui campent, on voit les gens qui sont des fugitifs. Alors, d'où est-ce qu'ils fuient? De cette société qui est la nôtre ou bien? Non, vous faites bien de remarquer les points communs entre ces deux livres que j'ai écrits à peu près à 20 ans d'écart, mais qui effectivement, pour moi, sortent un peu de la même source. Ce sont tous les deux des récits très brefs à la première personne et qui sont un peu comme des fables de science-fiction imminente. J'aime bien cette idée. C'est de la science-fiction tout de suite, là, dans 10 ans. Dans Notre vie dans les forêts, elle fuit. Le personnage qui parle est une femme qui est déjà un corps modifié. C'est un corps hybride. Elle a un implant dans la tête qui la surveille, en fait. On sait que tout le temps où elle est, géocalisable, etc. Et elle n'en peut plus de cette surveillance. Et je suis allée 3 fois en Chine. Et les 3 fois, à 3 époques très différentes, j'ai vu le niveau de surveillance augmenter d'une façon folle. Presque égaler cette série Black Mirror, la série américaine que regardent mes enfants, et où les processus de surveillance sont poussés au maximum de la paranoïa, en fait. Dans la brume post-opératoire de ma greffe de rein, j'avais mal. Je me suis dit, ça y est, je m'y connais en douleur chronique et voilà une autre qui va s'installer. J'ai accepté qu'il me pose un boîtier, mais ça a participé à ma rupture avec Romero. Pas la douleur ou la greffe ou quoi, mais le boîtier. Une phrase malheureuse que Romero a eue. Il m'a dit « Te voilà robot comme les autres ». Il ne voulait pas dire que tout le monde est un robot, non. Il voulait dire que malgré mes études de psy et mes 3 méthodes savantes pour guérir les traumatismes et ma façon de jacasser tout le temps, je flanchais, comme tout le monde. J'abdiquais, comme tu dis, sur mes principes. J'acceptais qu'on m'hybride. Votre narratrice, oui. Marie, elle est ex-psychanalyste et elle a sa moitié, comme vous dites, ou bien, je le traduis, elle a son clone, qui est en effet réservoir d'organes. Oui, ça c'est une nouvelle que j'ai... Alors c'est un peu glaçant. Oui, c'est une nouvelle que j'avais écrite en 1996, justement, qui faisait 10 pages, qui consistait seulement en une femme qui s'appelait déjà Marie, qui était assise à côté de son double parfait, et on comprenait seulement à la fin de la nouvelle que c'était son clone et qu'on pouvait lui prendre des organes. Et sur cette idée, qui est aussi un classique de la science-fiction, j'ai développé ce livre, et effectivement, c'est un livre avec un double... comment ils appellent ça, les anglo-saxons, un double coup d'éclat, en quelque sorte, où on ne sait pas, en fait, qui est le clone de qui est l'originel. Oui, on ne sait plus qui est robot, qui est être humain. Et alors, quel est ce monde? C'est un monde de surveillance absolue, mais de surveillance jusque dans le corps. C'est-à-dire, les Chinois n'y sont pas encore, mais le téléphone portable est une prothèse que nous avons tous, bien sûr. Donc en Chine, on ne peut rien payer sans téléphone portable. Il n'y a plus d'argent liquide. Et même les cartes bleues, c'est presque fini. Et évidemment, à chaque cling, on sait où on est, on sait ce qu'on a fait, etc. Et en fait, dans très très peu de temps, on peut imaginer que ce sera vraiment une interface dans la peau, sous la peau. Cette prothèse du téléphone portable est déjà complètement acceptée par nous. Il ne reste plus qu'à mettre un implant dans le cerveau et à téléphoner comme ça. Et on est très près de ça, on est vraiment très très près. Mais c'était ma question. Alors, est-ce qu'on vit déjà ce futur probable? Pas
Pas en Europe, pas en France en tout cas. En Chine, on est vraiment très près, vraiment très très près. C'est très inquiétant. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des démocraties quand elles veulent vraiment être démocratiques pour résister à ça. Alors, on voit très bien que Poutine est en train d'essayer de saper les démocraties. Nos démocraties ne sont vraiment pas parfaites. Mais justement, je pense que ce qui peut les sauver, c'est beaucoup plus de démocratie et pas beaucoup plus de surveillance. Donc, et Macron, là-dessus, il n'est pas parfait. Et Joe Biden non plus, ils ne sont pas parfaits, bien sûr. Mais je pense qu'on ne pourra lutter contre les dictatures qu'avec plus de démocratie, sans déguiser nos propres démocraties en petites dictatures, quoi. Ça ne marchera pas. Ou alors le monde ira vraiment à sa perte. À une perte au sens peut-être d'une guerre totale, mais surtout à une perte de l'âme, quoi. À une perte... Toute la liberté de nos cœurs, elle est en fait du côté de la liberté d'expression. Je pense que cette idée, qui est une idée un peu candide, la poésie sauvera le monde, je pense qu'elle a quelque chose de vrai. Parce que nous pouvons échapper à la surveillance en étant dans un langage poétique et en respectant en nous cet art de la poésie, ce désir de la poésie que nous avons. Alors, c'était justement la réponse à ma question. Qu'est-ce qui est humain dans ce monde transhumain? Oui. On peut le dire? On peut dire ça. On peut dire aussi que ce qui est humain dans ce monde transhumain, c'est de ne pas accepter une sorte de fatalité du devenir de la planète, de ne pas accepter qu'on consomme la planète, de ne pas accepter d'utiliser les animaux comme des objets ou comme des choses consommables. La nouvelle génération, et je pense que c'est pareil en Serbie, qu'il y a des tas de jeunes gens qui n'acceptent pas le monde qu'on leur a légué et qui vont essayer de faire autrement. Bon, mais quel monde on va léguer à nos enfants? Alors on va laisser un monde trop chaud, déjà. On va laisser un monde trop chaud. C'est aussi simple que ça. Un monde trop chaud, c'est un monde plus sec, c'est un monde où il y a moins d'eau, c'est un monde où on va se battre pour l'eau. Là, on voit très bien qu'on va se battre pour le blé. La situation se tend énormément, donc il y a un moment pour nourrir, ne serait-ce que pour se nourrir à peu près bien, ça va être très compliqué. On leur lègue ce monde-là, on leur lègue un monde qui jusque-là n'a essayé que le patriarcat, politiquement. Peut-être qu'il faut essayer autre chose. Le matriarcat, je ne pense pas que ce soit formidable non plus, hein, mais peut-être une égalité, je ne sais pas. On pourrait essayer, puisqu'on voit bien que le patriarcat, ça ne marche pas, que ça détruit le sol même sur lequel nous, les sapiens sapiens, nous sommes debout. Paula est jeune éternellement. Il reste d'elle une douzaine de photos. Petite, menue, les joues rondes, des taches de rousseur, un chignon flou, l'arrêt au milieu. D'un or florentin, dira Rilke. Sa meilleure amie, Clara Westhoff, écrit le souvenir de leur rencontre en septembre 1898. Elle tenait sur ses genoux une bouilloire en cuivre qu'elle venait de faire réparer pour son emménagement. Elle était là, assise sur le tabouret des modèles, et me regardait travailler. La bouilloire avait la couleur de ses beaux cheveux épais, contrepoint à son visage léger et pétillant, avec son nez joliment courbe et finement dessiné. Être ici est une splendeur, et le titre de l'un de vos récents romans, qui parle de la peintre allemande Paula Modersohn-Becker, qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui était toujours devant son temps. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré le plus dans ce personnage? C'est vrai que j'aime bien les femmes injustement méconnues. Et cette peintre me semblait largement aussi bonne que le jeune Picasso, que Modigliani, que tous les gens qu'elle a côtoyés à l'époque. Et elle était totalement inconnue. Elle est morte très jeune, à 31 ans, d'un accouchement. Et elle était très amie avec le poète Rilke. Être ici est une splendeur, et d'ailleurs un vers de Rilke, qui lui dédie son requiem quand elle meurt trop jeune. Et cette femme, Paula Modersohn-Becker, j'ai l'impression de lui avoir rendu un grand service, quoi, et d'avoir rempli ma mission. Voilà. C'était vraiment pour elle. Et ce n'est pas une biographie romancée, c'est vraiment tout ce que je peux savoir de vrai sur elle. Quand je ne savais pas, je laissais un trou, un vide. Voilà.
Parce que je me disais, elle est si peu connue, je n'ai pas le droit d'imaginer. J'adore imaginer. Je me suis dit, Marie, cette fois-ci, tu n'imagines rien. Bon, elle épouse un homme qu'elle aime. Oui. Mais on a l'impression qu'elle fuit ce mariage. Oui. Donc, il y a toujours cette tension entre sa soif de la liberté et ce que demande la vie conjugale. Toujours la tension entre liberté et mariage. Je me suis beaucoup fondée sur ses journaux et ses lettres intimes qui sont conservées à Brême. Et il y a un passage que j'aime énormément sur sa vie conjugale où elle dit « Cela fait 1 an que je suis mariée. Le mariage ne m'a pas du tout apporté ce que je cherchais. Je cherchais l'union de 2 âmes sœurs. Je ne vois qu'une solitude encore accentuée. J'écris ceci le, je crois, 2 avril 1901 en surveillant le rôti de veau qui cuit dans la cuisinière. » Et elle écrit ceci sur son livre de contes de femmes à la maison. Avant son mariage, ses propres parents à elle l'avaient obligée à prendre 2 mois de cours de cuisine. C'est rigolo. Oui, c'est très drôle. Oui. Et comme elle est très amie avec cet immense poète qui est Rilke, Rilke se moque d'elle et lui dit « Bon, ça y est, c'est fini, tu as appris tout ce que tu devais apprendre sur la patate et le bœuf et la carotte. Est-ce qu'on peut se voir maintenant ?» Leur échange... Parce qu'il y a une relation assez ambiguë entre elle et Rilke. Elle était amoureuse de lui, il était amoureux d'elle. Mais elle était aussi amoureuse de cet homme, Otto Modersohn, qui lui donne la moitié de son nom, Paula Modersohn-Becker. Elle a joué le jeu de l'époque, elle a épousé un homme, elle a essayé de faire tout comme il fallait, et elle s'est terriblement ennuyée dans son mariage, et elle a peint. Et donc elle venait à Paris. Son mari était un brave homme qui l'a laissée aller à Paris, où elle lui était probablement fidèle. C'est pas tellement ça la question. Elle était passionnée par son art. Elle n'avait que peu de temps pour l'amour, en fait. Et c'est ça aussi qui me plaît chez elle, c'est qu'il faut la prendre au sérieux comme artiste. C'était une femme qui, autant que Picasso, était passionnée par ce qu'elle avait à faire. Et elle va jusqu'au cubisme. Et elle meurt au moment où Picasso, à Paris, bascule dans le cubisme à partir d'un masque africain. Et elle est juste au bord et elle bascule pas complètement. Elle meurt à ce moment-là. Et moi, ça me bouleverse. Rilke avait dit de sa mort, dans un accouchement donc, que c'était une mort démodée. J'aime beaucoup cette idée. Journal 24 février 1906. J'ai quitté Otto Modersohn et je me tiens entre mon ancienne vie et la nouvelle. Je me demande ce que sera cette nouvelle vie. Ce qui doit être, sera. Depuis quelques jours, elle transporte à son atelier des Brunges les affaires dont elle aura besoin. Elle met Rilke dans le secret. Est-ce qu'il pourrait lui dégoter un sommier, un chevalet, une table et une chaise pas trop laide? Elle descendra rue Cassette à Paris. Elle ne sait comment signer. Je ne suis plus Modersohn et je ne suis plus Paula Becker non plus. Je suis moi et j'espère devenir moi de plus en plus. Alors, la dernière fois qu'elle est venue à Paris, c'était pour quitter son mari. Oui. Parce qu'elle dit qu'elle voulait se retrouver soi-même. Oui. Alors, est-ce qu'elle a réussi? Elle s'est retrouvée soi-même à peu près 1 an, une petite année. Toute seule à Paris, lui et son mari lui écrivaient des lettres passionnées. Reviens, laisse-moi venir. Il continuait à la financer parce qu'elle n'avait pas de revenus à elle, comme l'immense majorité des femmes. Très charmant, ces histoires sur l'argent, parce que tout le temps, elle demande de l'argent. Elle est féministe, elle est libre, mais alors, elle demande... Elle n'est pas féministe, elle veut juste être libre. Elle ne s'inscrit pas dans un mouvement féministe. Et elle demande effectivement de l'argent à son mari, au moment même, enfin, un tout petit peu avant que Virginia Woolf écrive un livre que j'ai d'ailleurs traduit en français, A Room of One's Own, où elle dit... Toute la liberté d'une femme qui veut créer, c'est d'avoir une pièce à elle et 500 livres de rente, de l'argent. Et à Paris, elle a un peu de liberté, et puis finalement, c'est trop dur financièrement. Et donc, elle accepte de revoir son mari, et c'est là qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte? À ce moment-là. Avant, elle ne montre pas envie d'avoir un enfant? Non, elle n'a pas du tout envie. C'est ambigu. C'est ambigu. Je suis d'accord avec vous, c'est ambigu. Bah, d'ailleurs, je le raconte dans mon petit livre. Elle a envie d'un enfant, mais c'est jamais maintenant. En fait, elle désirait une... C'est exactement ce qu'on attend de la contraception. Oui, un enfant, mais pas maintenant. En ce sens, elle était très moderne.
Et quand son mari, en fait, lui dit « D'accord, on se remet ensemble, mais on a un enfant », elle tombe enceinte et elle en meurt. C'est absolument tragique, ça. C'est très romanesque aussi. Hein, c'est choquant, mais comme il fallait que j'écrive ça. C'était un parcours de vie tellement malheureusement exemplaire de ce qu'était la vie des femmes à l'époque. Et elle a laissé toutes ces toiles vraiment magnifiques, où elle prend en particulier les petites filles au sérieux. Ce sont les plus beaux tableaux de petites filles que je connaisse, toutes peintures confondues, parce qu'elle prend les petites filles au sérieux. Elle ne leur demande pas d'être mignonnes, elle ne leur demande pas d'être pures, elle ne leur demande pas d'être sexy, non. Ce sont des petites filles, des futures femmes, souvent assises comme ça, ou debout, très sérieuses. Et je trouve qu'elles ont une noblesse que je n'ai jamais vue ailleurs. Inlassablement, le bébé passe d'un objet du monde à l'autre. Nous obéissons à sa vitesse de pensée. Nous nous plions au rythme de sa curiosité. Il est assis sur nous, il crie, il nous sépare. Nous nous sentons coupables. Depuis sa naissance, nous le transportons d'un bout du pays à l'autre. Il dort partout, il n'a peur de rien. Depuis sa naissance, nous attendons ce moment sous les arbres, le repos, la rivière, les promenades à vélo. La rivière est trop froide pour l'y baigner. On ne peut pas l'emmener à vélo, c'est maintenant que nous y pensons. Et on peut difficilement lire tranquille sous les arbres avec le bébé qui a décidé de nous faire payer les 800 km d'autoroute et le charivari des mois précédents. Vous écrivez de la fiction, mais il y a un de vos livres de l'autofiction, c'est le bébé. Oui. Et vous l'avez écrit au moment où vous avez eu votre premier bébé. Alors quelle était l'expérience de la maternité et quelle était l'expérience de la grossesse qui est une métamorphose du corps? Bien sûr. Je pense que vous pouvez même dire que le bébé est une autobiographie. C'est pas du tout une autofiction au sens où j'ai tout vécu. Tout est écrit tel quel. Hein. Pour moi, l'autofiction, c'est quand on arrange un peu façon romanesque. Ou romancée plutôt. Donc j'ai eu mon premier enfant, il a maintenant 21 ans, et j'ai voulu écrire une sorte de journal de grossesse et de premiers mois de maternité par rapport à toutes les phrases qu'on me disait, tous les conseils et tous les clichés dont on abreuvait la jeune mère que j'étais. Je travaille toujours avec les truismes, avec les clichés. Et les clichés sur la maternité, il y a 20 ans, c'était incroyable. C'était toujours... par exemple, je me rappelle que quand la sage-femme, une fois que l'accouchement s'est passé, quand la sage-femme est entrée dans ma chambre, tout allait bien, et je devais finir un roman. Donc j'avais ouvert mon ordinateur, tout allait bien. Et elle est venue comme ça, elle a fermé l'ordinateur, et elle m'a dit « Arrêtez, ça va empêcher la montée de lait. » Et pour moi, c'était comme si... ça me rappelait des choses que me disait ma grand-mère sur le fait que quand on allaitait, il fallait pas tremper ses pieds dans l'eau, je ne sais pas quoi. Pour moi, c'était de cet ordre-là de superstition que l'ordinateur allait, je ne sais pas, empêcher le lait de monter, enfin n'importe quoi. Et j'ai commencé à collectionner toutes ces phrases. Pour moi, c'est un peu un anti-guide de puériculture. C'est tenez-le comme ça, allaitez-le, donnez-lui le biberon, mettez-lui une tétine, ne lui mettez pas de tétine, utilisez des couches comme ça et pas des couches comme ça. Le rôle du père, évidemment, le rôle du père. Donc, comment le partage des tâches, etc. Mettez-le à la crèche, ne le mettez pas à la crèche. Donnez-lui de la bouillie à 4 mois. Ne lui donnez surtout pas d'aliments solides avant 1 an. Toutes ces choses rendent les jeunes mères et les jeunes pères fous et folles. À l'époque, on ne disait pas assez à quel point c'est angoissant d'avoir un bébé, un nourrisson surtout. À quel point on a peur. On a peur qu'il meure. On a peur parce que le bébé crie et on ne comprend pas pourquoi. On a peur parce qu'on est épuisé. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On est maladroit. Le premier enfant, c'est une révolution dans la vie de jeunes parents. Et donc, je voulais écrire un livre aussi pour dire « ça va aller, ça va aller, ça va aller ». Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez 3 enfants. Oui. Vous écrivez. Alors, avez-vous assez du temps? Alors oui, quand même, ils sont grands. Hein. Le bébé a 21 ans, ma fille a 18 ans et ma deuxième fille a 13 ans. Bien sûr, ils me laissent beaucoup de temps maintenant. Ils sont grands, ils sont sympathiques, ils vont bien, ils vont à l'école.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec les féministes qui paraphrasent Simone de Beauvoir, qui disait qu'on ne pouvait pas être à la fois une intellectuelle et une bonne mère. Et c'est aussi ce que dit Virginia Woolf. On ne peut pas être écrivaine et avoir un bébé. Cette génération-là de femmes a sacrifié la maternité à l'écriture. Et c'est très dur. Moi, je suis très heureuse de ne pas avoir eu à choisir. J'aime autant être une mère qu'être écrivaine. Je n'ai pas envie de choisir entre ces deux choses-là. Donc Simone de Beauvoir, c'est une femme extraordinaire à laquelle, bien sûr, je dois beaucoup, mais c'est une femme d'une certaine époque. Et elle a eu à choisir. Elle a eu à choisir. Il y a eu quelques autres femmes, comme Nathalie Sarraute ou Marguerite Duras, qui ont eu des enfants et qui ont pu écrire. Mais c'était difficile, c'était vraiment difficile. Mais ça veut dire quoi pour vous, écrire? Ça veut dire quoi, écrire? C'est comme respirer. J'écris vraiment tous les jours, même un tout petit peu. Une journée sans écriture, c'est comme une journée où je n'ai pas respiré. C'est un peu comme une journée morte. C'est une vie où j'ai vraiment trouvé un équilibre entre la vie de famille et l'écriture. Mais je sais que si je n'avais pas ma vie de famille, je serais... Par exemple, je bois beaucoup trop. Beaucoup d'écrivains sont alcooliques. Mais il faut le dire. C'est un métier tellement déséquilibrant. C'est un métier où on est tellement dans sa tête et on est tellement en prise avec des émotions fortes. On est aussi en prise avec le succès ou l'insuccès, avec le public. Enfin, que l'alcool, c'est un piège total. Enfin, l'alcool plus que la cocaïne ou plus que... C'est vraiment l'alcool pour les écrivains que je connais. Et sans ma vie de famille, je pense que l'alcool aurait été un refuge. C'est évident. Déjà que c'est un peu compliqué. Donc c'est une vie qui est très, très sur le fil quand même. C'est une vie très intense. À la fois très intense et très vide. Parce que l'écriture, c'est le vide. Il n'y a personne qui vous dit quoi écrire. Vous êtes là. J'adore traduire parce que le texte est déjà là. Je n'ai plus qu'à trouver les mots dans ma langue. Mais écrire, c'est le vide. Et il y a un côté vertigineux. Donc j'aime beaucoup que mon mari rentre, que mes enfants rentrent, qu'ils aient leurs propres problèmes, qu'on en parle, qu'on se retrouve. Voilà, j'ai besoin de ça.